Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Charles-Édouard Leroux, Réparer les mémoires, 2021. Daniel Lago, La guerre et la paix dans l'histoire contemporaine, 2021. Philippe Rett, La ville face au vide, une nouvelle lecture du déclin, 2021. Étienne Allais, SOS préjugés, 2021. Marine Creuset, Corps sous influence. Les réseaux sociaux, entre carcan et émancipation, 2021. Christian Gauffer, La supercherie du télétravail. De l'usage politique des pandémies, 2021. Christian Jouvenot, Macron tombé du ciel. La crise et le cap, nouvelle édition, 2021. René Muzaliwa, Les présupposés du politique par-delà contingence et urgence, refonder l'État avec Julien Freund, 2021. Charles-Édouard Leroux, Réhumaniser le monde, 2021. Bernard Schwengler, Salaire des enseignants. La chute, 2021. Annie Fessaguetfontanet, L'hôpital entre dons et dettes, 2021. Chantal Delavelay, Un monde nouveau en devenir, des raisons d'espérer, 2021. Dédicace. Pour Alicia F. Aurélie C. Camilla S. Charlotte Z. Chiara B. Elma R. Julia C. Julie Z. Marion G. Marion L. Mélissa D. Tiffany T. Valérie D. Et toutes celles et ceux qui vont devoir faire avec. RD. Exergue. Il faut dire oui à vous-même, à votre particularité, à vos sentiments, à votre destin. Vous pouvez trouver le chemin insupportable, et vous ôter la vie. Mais échapper à votre route en trahissant votre propre sens et votre propre sort, en vous ralliant aux gens normaux, cela vous ne le pouvez pas. Hermanès. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Jean-Paul Sartre. Chaque instant de sa vie, chaque homme est tout ce qu'il a été et tout ce qu'il sera. Oscar Wilde. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. George Orwell. Puisque mon intention est d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'est apparu plus convenable d'aller tout droit à la vérité effective de la chose qu'à l'image qu'on en a. Niccolò Machiavelli. L'insurrection des consciences. Ouvrons cette réflexion sur le triste topic suivant. Personne n'a demandé à naître. Nous sommes toutes et tous nés soit du désir partagé d'un couple d'avoir un enfant, soit de sa désinvolture lors de rapports charnels et de la conviction pour ne pas interrompre le processus, soit du besoin plus ou moins impérieux de prendre la venue d'un enfant pour prétexte à l'aplanissement d'un certain déséquilibre au sein même du couple, soit de la nécessité ou de la tradition d'avoir sinon un héritier, une descendance. Dans tous ces cas et d'autres encore, que nous soyons le produit d'un vrai désir partagé, le constat d'un accident attesté comme irréversible, l'alibi d'une situation de délitement ou l'assurance d'une postérité, aucun de nous n'a rien demandé. Sans pouvoir prétendre que notre arrivée au portique, sous une lumière crue, s'est faite contre notre volonté, même si certains d'entre nous n'y parviennent que dans des conditions handicapantes, nous pouvons néanmoins affirmer que chacune de nos venues s'est décidée en dehors de nous, quel que soit le cas de figure évoqué. Bref, dès avant notre naissance, nous ne sommes décisionnaires en rien. Et au demeurant, pour la plupart d'entre nous, cela ne fait que commencer. Comment donc, après et avec ça, avoir une vie pendant la vie? Une vie dans l'acception existentielle plénière du terme et pas seulement organique ou sociale ou ceci ou cela. Non. Une vie pleine et entière par opposition à une vie à moitié,
une vie à peu près à un semblant de vie en somme. D'autant qu'au fil de nos jours, ce qu'il a été convenu d'appeler la société tente de nous inculquer que nous sommes moins parce que l'on est, que parce que l'on a. Et qu'il s'agit en quelque sorte d'en avoir toujours plus afin d'être davantage encore. Le paraître être parce que l'on a par opposition à être pleinement, parce que l'on est. Or, comment réussir à être ce que l'on est quand ce qu'on désigne sous ce terme fort vague et faussement neutre de société nous impose d'être d'abord et avant tout ce qu'elle veut que nous soyons, moulés dans ses codes, quels que soient ces codes au demeurant. Prenons le choix par exemple. Cet élément du quotidien dont on nous affirme qu'il est l'un des éléments déterminants de notre existence et qui en fait et au fond n'existe pas, n'a même jamais existé. Ni avant donc ni pendant. Au mieux il est leurre ou fable. Au pire une duperie. Nous qui n'avons pas même le choix de nos propres noms et prénoms transmis par d'autres qui eux-mêmes ne l'ont pas plus eu que nous, et ainsi de suite en remontant les générations, comment pourrions-nous par la suite choisir, au sens strict de ce terme, nos propres voix? Attardons-nous de façon anecdotique sur cette histoire de prénoms. Vous avez sûrement dû remarquer autour de vous, à quel point certains prénoms s'accordent on ne peut plus mal aux personnes qui les portent. Prenons le cas d'Edouard. J'ai eu un camarade de classe qui se prénommait ainsi. Edward. Et ce prénom lui allait si mal et il le supportait si peu que lorsqu'il se présentait à des gens qui ne le connaissaient pas, il ajoutait systématiquement à cet Edward la précision suivante: mais vous pouvez m'appeler Eddie ou mais je préfère Eddie. Du coup, tout le monde l'appelait Eddie pour lui être agréable, à l'exception des siens familiaux qui continuaient de l'appeler Edward, trouvant cet Eddie tout à fait déplacé pour ne pas dire étranger. À ceci près que lorsqu'il se manquait auprès de l'un d'entre nous, Edward lui revenait en pleine figure tel un boomerang. Vous pourrez objecter non sans quelque raison que tout compte fait, celles et ceux qui se trouvent affublés de prénoms qui ne leur conviennent pas ou pire encore qui ne conviennent ni à leur physique ni à leur personnalité, tant soit peu que ces prénoms ne frisent pas le ridicule, finissent toujours par s'y faire en s'arrangeant avec lui tel Edward Eddy. Mais c'est précisément là que se tient le premier signe de l'acceptation d'une vie qui pourrait ne jamais être une existence. Une vie pour vivre et rien de plus voire d'autre. Croyez-vous vraiment que Mozart, celui que l'on connaît par ses compositions, ait concrètement choisi sa trajectoire? Ou que son père, ses professeurs, sa carissima sorella, même s'ils n'y ont pas été pour peu, y ont compté pour beaucoup? Ou que s'il avait épousé ou simplement pu vivre avec sa Constance, il aurait composé des œuvres différentes qu'en se mariant avec son Aloysia de sœur mais pas de cœur? Si Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart est devenu le Wolfgang Amadeus Mozart que l'on connaît, c'est d'abord et par-dessus tout parce qu'il ne pouvait être que celui-là et que cette sorte de vie existentielle ne relevait en rien d'un choix, au sens où l'on entend en général ce terme, mais de la conscience pleine et entière d'être fait pour cela, d'être celui-là, de ne pouvoir exister qu'en celui-là de cette façon-là. On ne choisit pas plus de devenir compositeur que footballeur. Combien de fils de familles aisées auraient pu devenir des Mozart du ballon rond si seulement le football était un sport prédestiné aux enfants des classes sociales qui se prétendent supérieures? À l'inverse, combien de footballeurs dits de génie auraient pu devenir d'émérites compositeurs s'ils n'étaient pas issus de ces classes prétendument inférieures? Le choix, quel choix? Ni Mozart ni Messi, aussi précoces qu'ils furent, n'ont choisi d'être ceux que l'on connaît chacun dans son domaine sous ses prénoms et noms-là. Et il en va de même pour tous les métiers qu'ils soient d'essence industrielle, commerçante, artistique, artisanale, paysanne, sportive, marinière ou autre. Le fameux « deviens ce que tu es » nietzschéen n'a jamais signifié que la décision de devenir ce que nous sommes ou ce que nous serons nous a, à un moment donné ou à un autre, appartenu. Dans ce « deviens ce que tu es » est aussi contenu le ce que tu ressens être au plus vrai de toi-même, mais également ce que les autres et en cette occurrence, plus particulièrement encore, les eux t'autorisent ou t'autoriseront à être et ce que tu t'es toi-même permis d'être par rapport à ces autres et ces eux par lesquels tu es contraint d'exister, l'affaire est entendue et au milieu desquels tu vises. Seuls quelques arrivistes d'or et déjà parvenus, ou quelques commentateurs dénués de tout relief peuvent prétendre que l'on peut choisir qui l'on devient. Si Cézanne n'avait pas échoué à son examen d'entrée aux Beaux-Arts, peut-être et même sans doute ne serait-il jamais devenu Cézanne. S'il s'était contenté de mettre ses pas dans ceux d'un Manet, l'une de ses idoles,
il est probable qu'il ne le serait pas devenu davantage. Et avant tout cela, s'il avait obéi à son banquier de père, il serait devenu juriste texois et peintre dominical. Mais Paul Cézanne n'était fait ni pour le droit ni pour l'académisme ou le suivisme. Ce ne fut donc aucunement un choix pour le fils de Louis-Auguste de devenir le Paul Cézanne, celui que l'on connaît par ses peintures, mais la conscience de ne pouvoir être que cela et pleinement cela. En ce qui le concerne, il ne s'est jamais agi de choix, tel qu'on l'entend ou plutôt tel qu'on nous le laisse entendre, mais d'impératif malgré tous les déboires souvent sévères et les oppositions pour la plupart virulentes qu'il a dû affronter et dont il a dû s'affranchir. Et ne croyons surtout pas que ce qui est vrai pour un Cézanne, ou quelque créateur que ce soit, ne l'est pas pour chacun d'entre nous et de ces autres, malgré ces eux qui décident de presque tout pour tous ou presque. À ce stade de l'exposé, arrêtons-nous quelques secondes sur ces eux, nous et les autres au beau milieu d'un monde comme il va. Les eux, ce sont celles et ceux des classes supérieures, considérés comme tels ou qui se considèrent ainsi, allant jusqu'à se constituer en caste. Ils sont de deux obédiences, économique et politique avec tout ce qui en découle. Le nous n'a guère besoin d'être explicité dans la mesure où il incarne chacun de nos jeux dans nos diversités voire nos divergences, nos spécificités aussi bien que nos ressemblances, et en antithèse absolue du culte du moi. Les autres sont à la fois toutes celles et tous ceux, tu et vous, qui ne sont pas nos nous en tant que la somme de nos jeux mais qui deviennent ce nous quand pour ce qui les concerne, nous sommes l'un ou l'une de ces autres plus ou moins semblables à nos nous. Quant au monde, il va plus grossièrement que jamais davantage mal que bien, tant pour nos nous personnels que pour les autres, plus ou moins semblables à nous, parce que ce sont les eux et uniquement eux qui décident du comment il doit aller en leur faveur dans l'unique acception de leur sens cynique qu'ils ont tracé une fois pour toutes et que, malgré les secousses, ils continuent de perpétrer et de perpétuer de loi en loi et de multiples mots en main pire encore, sans que nos nous et les autres, c'est presque nous-mêmes, puissent y opposer réellement tant au fond que sur la forme. Reprenons. Nous venons au monde à la fois nus et habillés. Nus d'un point de vue strictement physique, mais déjà habillés de réflexes et d'archivages acquis au cours des 9 mois, ou moins mais jamais plus de nos traversées placentaires. Par exemple, il a été scientifiquement établi qu'un nouveau-né qui, lors de son internat maternel a été accoutumé à percevoir de la musique dite classique, n'aura pas, après sa naissance et plus tard, le même rapport aux musiques en général, ni peut-être même d'identiques envies de musique, que celui ou celle qui aura perçu en permanence du rock, du jazz ou de la variété. Cela ne signifie pas que le nourri au dit classique n'écoutera ni n'adhérera jamais ou fort peu à ces types de musique ou de chansons, ni même qu'il ou elle ne s'octroiera pas le plaisir de balancer sur des rocks endiablés, ou de se coller à son ou à sa partenaire durant des slows énamourés. Cela implique que ses premières appétences musicales auront davantage de chances d'aller vers celles qu'il ou qu'elle aura perçues lors de son voyage matriciel. Et il en va de même pour tout ce qui pourra être perçu, et donc enregistré durant cette traversée au long cours. Bref, côté intellect, nous ne débarquons pas vierges au portique. Or, c'est aussitôt et précisément à partir de là qu'il va nous falloir apprendre à vivre, comme on dit, et sans être en rien ou presque maître de notre apprentissage. C'est ce qui tend déjà à donner aux œufs nantis, avant toute considération hiérarchique, une prééminence à exister sur nos nous et tous les autres mais aussi à une majorité de nous-mêmes et d'autres une certaine prédisposition à vivre d'abord au lieu même que d'exister. À l'exception toutefois, d'une minorité d'entre nos nous et de ces autres qui feront de l'existence leur principal projet de vie. Tel ce Fulano, un des protagonistes du roman de Felipe Alfo intitulé Le Café des Fous, dans lequel, malgré tous ses efforts pour se faire remarquer tout en continuant de passer totalement inaperçu, comme invisible, il finit par interpeller le narrateur en ces termes : « Vous rendez-vous compte de l'inconvénient qu'il y a à être en vie et de ne pas exister ? Être en vie est la condition d'être basique des êtres vivants. Rien de plus normal quand on vit que de vivre. Y compris tant bien que mal. Mais exister, voilà bien une toute autre paire de manches. Car vivre en tant que vivant, tout le monde en est capable. Il suffit de se laisser porter. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.